Bonjour Élise. Bonjour Virginie. Mmh. Merci d'avoir accepté, de répondre à ce deuxième interview. T'en prie. La dernière fois, on s'était vu sur, la partie juridique de l'activité de thérapeute et sur cette interview, voilà, on voulait rentrer plus en détail sur le RGPD, le thérapeute et le RGPD. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux, nous expliquer ce qu'est le RGPD? Oui, alors en fait, le RGPD, c'est un acronyme pour dire Règlement européen. C'est un règlement européen qui a été adopté le 25 mai 2018, donc il y a un petit moment maintenant, et il concerne donc tous les pays qui sont membres de l'Union européenne. C'est un règlement qui prévoit des obligations à la charge des professionnels qui collectent des données personnelles, c'est-à-dire des informations qui se rapportent à des personnes, par exemple les données de tes clients, de tes fournisseurs ou encore de tes salariés. D'accord et du coup, les praticiens, en santé naturelle, enfin, en médecine non conventionnée, est-ce que, leur activité, elle est concernée, même qu'ils soient en cabinet ou qu'ils soient, en digital? Oui, en fait, les praticiens de santé naturelle, que ce soit les naturopathes, les kinésiologues, les praticiens de médecine traditionnelle chinoise, ils sont concernés car, ce sont des professionnels et ils collectent la plupart du temps des données personnelles, notamment celles de leurs clients, qu'ils travaillent en cabinet ou en digital, hein. Et d'ailleurs, les praticiens souvent collectent des données personnelles en grand nombre. Par exemple, des données relatives à l'identité de leurs clients, leur nom, leur prénom, leur adresse, mais aussi des données sur leur situation personnelle, leur hygiène de vie, leur habitude alimentaire et parfois même le praticien collecte des données de santé à propos de ses clients. Par exemple, les antécédents médicaux, les maladies physiques ou mentales, les soins qui ont été réalisés, dans son passé, les handicaps et cetera. Donc en fait, les professionnels, enfin les praticiens de santé naturelle sont des professionnels et à ce titre, ils doivent respecter les obligations qui sont prévues par le RGPD. Mmh. D'accord. Mais du coup, concrètement, quelles sont les actions, qu'ils doivent mettre en place, concernant cette gestion, des données de leurs clients? Alors, il y a plusieurs actions. Le RGPD prévoit plein d'actions différentes, plein d'obligations différentes à la charge des professionnels. Par exemple, pour aller en synthèse et faire un tour d'horizon des principales mesures, par exemple, il faut que le praticien ne collecte que ce qui est nécessaire comme données personnelles et ne conserve les données qu'un temps maximum, que le temps nécessaire finalement. Donc, doit supprimer les données dont il n'a plus besoin. Ensuite, il doit informer, et ça c'est important, il a une obligation d'informer les personnes qui sont concernées. Et cette information, elle doit porter sur des choses bien précises, sur le type de données qui sont collectées, sur ce qu'il en fait, sur la durée de conservation, sur qui peut y avoir accès. Donc, l'information doit être donnée, à l'égard des personnes concernées. Et puis dans certains cas, le praticien doit aussi donner, enfin obtenir leur consentement à ces personnes. C'est par exemple le cas quand, il collecte des données de santé. Et puis il y a aussi des obligations en matière de sécurité, que ce soit des mesures de sécurité pour protéger les locaux, mais aussi pour protéger par exemple les activités numériques. Hein, donc, la CNIL, hein, prévoit, sur son site internet, des mesures de sécurité qu'elle demande à chaque professionnel, de respecter. Et puis le praticien doit aussi tenir un registre des traitements, hein. On en parlera peut-être plus en détail, mais, Mmh. c'est un registre qui peut prendre une forme, variable, hein, et qui permet de synthétiser les activités qu'on a sur les données personnelles. Et puis je vais m'arrêter là parce que sinon on pourrait y passer 2 jours. Autre obligation importante, il faut que le praticien prévoie un accord écrit avec les tiers, les entreprises par exemple, qui ont accès aux données personnelles de leurs clients. Donc en fait, la liste des actions, elle est longue et elle dépend en réalité, des activités particulières du praticien, de comment il est organisé, quels sont les outils qu'il utilise. Par exemple, si le praticien, il a un site internet, le site internet, souvent, il permet de collecter les données personnelles, hein, et donc il va falloir qu'il prévoie des actions RGPD spécifiques pour son site internet. Mmh.
Oui, c'est quand même très, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire et à tenir compte. Ben, concernant justement le site internet, si le thérapeute a un site, est-ce que tu as des exemples d'actions qu'il faudrait mettre en place? Bah, en fait, sur un site in ça va dépendre du site internet, mais sur un site internet, tu as des points de collecte de données personnelles qui peuvent, être variables. Par exemple, sur un site, on peut trouver, la possibilité de s'abonner à une newsletter. Bah, la personne va renseigner son mail pour, recevoir la newsletter, du praticien qui a son site, et bah, là, c'est un point de collecte. Il y a certains praticiens sur leur site qui permet le paiement de consultation. Ou alors l'accès à un compte en ligne. Donc l'internaute va pouvoir renseigner un identifiant, un mot de passe pour pouvoir accéder à un compte en ligne. Tout ça, ce sont des données personnelles en fait qui sont collectées. D'autres, praticiens, je vois mettre sur leur, site la possibilité de prendre rendez-vous via un calendrier en ligne ou s'inscrire, à un événement. Qu'est-ce qu'on a aussi comme autre, exemple qu'on peut citer sur un site internet? Ça peut être aussi un chat en ligne. Tu sais, sur certains sites internet, Mmh. tu as un petit bandeau en bas à droite qui permet de discuter en direct, poser des questions, demander des renseignements sur un produit ou sur un service. Bah, là, tout ça, en fait, ce sont des points de collecte de données personnelles, et donc le praticien, qui est l'éditeur du site internet, doit informer et dans certains cas obtenir le consentement des personnes concernées. Doit donner la transparence en fait sur les données qui sont collectées, sur, combien de temps elles sont conservées, qui a accès, comment elles sont sécurisées, enfin voilà, donc il y a des actions RGPD particulières, en matière de site internet. Mmh. Et justement, bah, je rebondis sur, le listing de ces différentes collectes, donc entre autres, on le retrouve en résumé dans la politique de confidentialité du site. Ouais, et tu dois aussi, quand tu es parce que je t'ai dit tout à l'heure qu'on a, donc ça, tu dois en effet le prévoir dans ta politique de confidentialité, ou on peut l'appeler aussi politique de protection des données personnelles. En fait, c'est un document Mmh, d'information, qui permet, à l'internaute, quand il arrive sur un site, d'être informé, en fait, finalement, mmh, de ce qui est fait avec ces données, qu'est-ce qui est fait avec ces données, quoi. mmh, mmh. Et du coup, tu parlais tout à l'heure du registre des traitements, donc ce document, est-ce qu'il est obligatoire? Ah bah, oui, en fait, il est obligatoire, la CNIL, hein, donc qui est l'autorité de contrôle française en matière de protection des données personnelles. Elle est venue préciser que le registre des traitements, il est obligatoire, pour le professionnel, sauf si, le professionnel ne collecte pas de manière régulière des données personnelles. Donc si c'est occasionnel, si c'est des collectes occasionnelles, dans ce cas-là, c'est pas obligatoire, mais sinon pour tous les autres, ça l'est. Et donc quand on est un praticien et dans son activité, on est amené à collecter des données personnelles, régulièrement, Mmh, bah, on doit tenir ce registre des traitements. En fait, ce registre, c'est un outil important, c'est un outil de conformité qui est important. D'ailleurs, si, le praticien, il a un contrôle, de la CNIL viendra demander, ce sera une de ses premières demandes, à avoir consultation de ce registre. En fait, ce registre de traitement, il permet de recenser, de donner une vision, large, de toutes les activités qui sont faites par le praticien, à propos des données personnelles de ses clients, de ses fournisseurs, de ses éventuels salariés, des internautes sur son site internet. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui est fait sur les données personnelles. mmh. C'est un peu la pièce, angulaire, je dirais, de tout ce que le praticien doit faire, c'est la pièce centrale de là où part après les différentes actions finalement de ce qu'il a à faire, Ouais. pour se mettre en conformité. Bah, je Mmh, précise quand même que c'est contrairement à la politique dont tu parlais tout à l'heure, qui doit être communiquée aux personnes, le registre, c'est un document interne à l'entreprise. Donc le mmh, praticien, il n'a pas à communiquer ce document. C'est comme un registre d'assemblée générale, par exemple, c'est un document interne à l'entreprise, et il y a que la CNIL, en fait, qui mmh. peut demander communication de ce registre. Ouais, ouais, d'accord. Du coup, en fait, pour les praticiens, parce qu'il y a certains praticiens qui font maintenant, leurs séances en visio. Ouais. Est-ce que, il y a des précautions particulières, à prendre, notamment concernant les logiciels qu'ils utilisent?
Alors, oui, faut faire attention en fait, il faut que les praticiens, ils choisissent leur outil de téléconsultation, avec précaution. Parce que sur internet, il y a plein d'outils de visio, qui existent. Il y a des outils grand public et des outils professionnels. Donc ce qu'il faut, quand, le praticien choisit un outil de visioconférence ou de téléconsultation, peu importe comment on l'appelle, pour échanger avec son client, des informations, des données personnelles, parfois sensibles, il faut qu'il choisisse un outil professionnel, hein. Et il faut que l'outil, il réponde à des exigences de sécurité bien précises, que tu peux retrouver d'ailleurs sur le site de la CNIL. Donc il faut faire attention au choix de l'outil et il est quand même préférable, d'opter pour un outil qui est, français, plutôt qu'un outil étranger. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu optes pour un outil étranger, donc là, par exemple, on utilise l'outil Zoom pour se parler, là, aujourd'hui, mais Mmh, bon, on ne se dit pas grand-chose de personnel, en fait. On est en train de parler d'un mmh, sujet juridique, donc il y a pas de données sensibles qui sont collectées. Il y a pas de données personnelles qui sont collectées. Mais quand, l'outil Zoom est utilisé, par un praticien pour échanger avec son client, des données, sensibles, sur son état de santé notamment, il faut savoir que Zoom peut être amené à avoir, accès aux données personnelles. Et comme Zoom est un outil étranger, les données peuvent être transférées finalement en dehors de l'Union européenne et ça, c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet. Donc il vaut mieux éviter, hein, parce qu'en principe, on ne doit pas transférer de données, en dehors de l'Union européenne, sauf exception. Donc dans la mesure du possible, il vaut mieux éviter que ça arrive parce que sinon il y a quand même des contraintes fortes et donc opter pour un outil, français ou européen. Voilà, pour éviter ces transferts de données en dehors des frontières mmh. de l'Union européenne. Ouais, c'est important. Bon, après, c'est vrai qu'on est quand même, dans des comment dire? Tous les outils qu'on utilise, sont tous, la plupart américains ou voilà, Ouais. hors Union européenne. Donc c'est aussi de changer nos habitudes en fait, hein, Oh, il y en a des outils français, hein. de travail. Il y en a des outils français, il faut vraiment regarder, Ouais, faire son choix. Il y en a. Donc ouais, après ils sont plus onéreux forcément ouais, parce qu'ils sont plus ouais, ouais. sécurisés. Mais voilà, il faut si notre modèle, c'est Mmh, de faire des visioconférences avec ses clients et d'en faire beaucoup, il faut utiliser des outils qui sont vraiment, adaptés, quoi. mmh. Et puis attention, Ouais, il ouais, faut ouais, éviter c'est sûr. d'héberger que l'outil héberge, donc par exemple stocke des données de santé. Ça c'est super c'est super important. Il faut pas enregistrer par exemple la conversation ou s'échanger des documents. Ou alors si c'est ça, il faut vraiment que l'outil soit sécurisé de manière très, très forte et que, il soit hébergé, auprès d'un hébergeur certifié HDS. C'est une exigence, française ça, parce que quand on héberge des données de santé, il faut que l'hébergeur, ait cette certification, ce tampon par les autorités françaises. Et ça, c'est pas tous les hébergeurs qui permettent, d'avoir cette certification. Ouais, Donc, quand on est praticien, le réflexe, c'est d'éviter, ouais. d'héberger les données de santé de ses clients sur ces outils. Voilà. Mmh. Oui, oui. Bah, c'est vrai qu'il y a la liste aussi, sur le site de la CNIL, hein, la liste de tous ces hébergeurs, certifiés, Alors de données de santé. tu la retrouves plutôt sur un site officiel qui est le site, isanté.gouv, Oui. Mmh. en fait qui répertorie, hein, tous les hébergeurs, qui ont eu à la certification HDS et qui donc peuvent héberger des données de santé. Donc tu as une liste Mmh. officielle et quand tu as un doute, voilà, le réflexe, c'est d'aller voir cette liste, pour être sûr que l'hébergeur qu'on souhaiterait prendre, il a bien cette certification. Mmh. Ouais. Du coup, aussi par rapport à la Suisse, nos confrères, suisses qui nous regardent, Oui. est-ce que tu as des choses, particulières à dire pour ce qui sont soumis au RGPD? Alors en fait, la Suisse, sur la protection des données personnelles, elle est hors UE, donc le RGPD s'applique pas à la Suisse. La Suisse a sa propre législation, sur la protection des données personnelles. D'ailleurs, ils l'ont changé il y a peu de temps, et même si les règles sont différentes, elles ont un niveau, on va dire, jugé équivalent au RGPD, d'accord? En termes de niveau de protection, des données personnelles. Mais quand on est un praticien et qu'on habite en Suisse, ce qu'il faut, c'est d'abord respecter, la loi suisse,
la loi fédérale suisse sur la protection des données personnelles. Et puis, si le praticien qui habite en Suisse a des clients français, bah là, pour le coup, il devra aussi respecter le RGPD. D'accord? Parce qu'en fait, le RGPD, il vise à protéger tous les citoyens de l'Union européenne. Mmh. Donc, il aura peut-être 2 niveaux, de Ouais. réglementation à respecter. Voilà. Mmh. Et concernant les données, parce qu'on parlait justement des données de santé, données sensibles, tout à l'heure, ben, souvent les thérapeutes ont besoin de collecter ce type de données. Quelles sont les particularités du traitement des données de santé? Alors sur les données de santé, il faut faire super attention parce qu'en fait, le principe, c'est qu'on ne peut pas collecter des données de santé, sauf exception, hein, c'est ce qui est prévu dans le RGPD. Et ce qu'il faut aussi, avoir bien en tête, c'est que le praticien de santé naturelle, c'est pas un professionnel de santé, comme pourrait être, un médecin, par exemple. Donc le praticien de santé naturelle, il bénéficie pas des exceptions qui lui permet, de collecter des données de santé comme ça, librement. Hein, donc il faut vraiment être très vigilant sur ce sujet de la collecte de données de santé quand on est un praticien. Je dirais qu'il y a plusieurs choses à respecter, mais la première, c'est d'informer, hein, d'informer, on en a parlé, hein, de cette obligation d'informer, Mmh. son client, donc lui donner une information claire et transparente sur le fait qu'on collecte des données de santé, le concernant, dans le cadre de la relation de suivi et puis obtenir son consentement express et préalable, hein. Donc c'est on demande enfin, c'est un consentement implicite ne suffit pas. La réglementation exige un consentement express et préalable, de la personne, enfin, avant la collecte, et l'exploitation des données de santé. Donc il y a quand même, des formalités, d'information et de consentement qui sont de rigueur, avant de pouvoir, bah, stocker les données sensibles, de santé de ses clients. Et puis évidemment, on en a parlé tout à l'heure, hein, il faut que les données soient correctement protégées, hein, qu'il y ait des mesures de Mmh. sécurité, fortes qui soient mises en place pour protéger les données, contre toute perte, accès non autorisé, atteinte à l'intégrité des données. Donc il y a des actions, hein, particulières quand on est un praticien et qu'on collecte des données de santé. Mmh. Ouais, d'accord. Hem, Aussi au niveau des sanctions, parce que là, si admettons on respecte pas, voilà, ou s'il y a des manquements en fait sur la gestion des données personnelles, quelles sont les sanctions encourues? Alors en fait, le RGPD prévoit des sanctions, super importantes, enfin des maximums d'amendes qui peuvent être encourues. Donc là, en théorie, le praticien, s'il ne respecte pas les règles RGPD, il s'expose à une amende qui peut aller jusqu'à 10-20 millions d'euros. Donc c'est vrai que quand on fait le rapport avec le chiffre d'affaires d'un praticien, ces amendes maximum, c'est un peu risible. Mais enfin, voilà, elles sont marquées dans le texte et la CNIL, prononce régulièrement des amendes, hein. Alors contre, les grands groupes, les sociétés, les grandes sociétés, mais aussi les petites et il peut y arriver que des entrepreneurs individuels, des médecins libéraux, soient condamnés, soient sanctionnés à des amendes avec des montants, moindres, hein, mais parce qu'ils ont pas respecté certaines de leurs obligations. Et il faut savoir que sur certains points, par exemple, la sécurité des données, le registre, il y a certains sujets où il y a en plus des sanctions pénales, qui sont prévues dans le code Mmh. pénal. Donc, on va dire, il y a un arsenal de sanctions théoriques qui sont prévues par les textes et après la CNIL et les juges, hein, parce que le juge aussi peut condamner une perso un professionnel, à des dommages et intérêts, par exemple. Après, ont on va dire la faculté d'apprécier le montant auquel sera condamné le professionnel si elle ne respecte pas la réglementation. Voilà, donc après, c'est au cas par cas, mais quand même, la tendance, c'est de montrer l'exemple
et il y a quand même de plus en plus de sanctions qui sont prononcées. Donc il faut faire attention, d'autant qu'en fait, le praticien, c'est un acteur de traitement de données Mmh. personnelles. Il collecte des données personnelles parfois en grand nombre, il collecte des données sensibles, donc il faut qu'il fasse attention. Il faut qu'il veille à être dans les clous pour éviter les sanctions. Mmh. Ouais, 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 c'est clair. Mais du coup, alors qu'est-ce que concrètement, comment il peut faire pour s'en sortir le thérapeute? Bah, alors bon, c'est sûr que tout seul, le thérapeute, c'est pas simple parce que, bah, le thérapeute n'est pas un juriste, il n'est pas un expert RGPD et c'est clair, enfin voilà, faut être, honnête, cette réglementation, elle est quand même, lourde, elle est indigeste, mais en même temps, le praticien, c'est un professionnel, il a pas d'autre choix que de se mettre en conformité donc la première chose à faire, je dirais, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il a à faire, donc comprendre les obligations. Et bon, pour ça, il y a plusieurs, solutions. Il peut aller sur le site de la CNIL, www.cnil.fr. C'est un site, qui est plutôt très bien fait et qui donne, plein d'informations, notamment pratiques, pour aider les professionnels à se mettre en conformité. Donc, il ne faut pas qu'il hésite à aller voir ce site. Moi, de mon côté, par exemple, mais il y a plein d'autres, professionnels qui l'ont fait aussi. Moi, j'ai mis en ligne, des vidéos d'informations gratuites pour expliquer, dans le détail, hein, les obligations RGPD. Donc j'ai fait même une web série, d'informations globales sur le RGPD et puis j'en ai fait d'autres aussi, qui parlent, du praticien. Donc des vidéos RGPD, mais qui sont plus adaptées, au métier du praticien. Donc c'est des vidéos qui sont gratuites et qui sont en accès libre. Je les ai mis sur ma chaîne YouTube, donc faut pas enfin voilà. L'idée, c'est que le praticien, il arrive à comprendre ce qu'il doit mettre en place. Et puis, bah, une fois qu'il a Mmh. compris, soit il met en place les choses tout seul parce qu'il se sent, capable de le faire, soit, bah, il se fait aider, hein. Moi, dans mon activité Mmh. d'avocat, Ouais. bah, ça me j'aide au quotidien, les professionnels et dont les praticiens, hein, à se mettre en Mmh. conformité quand, ils ont besoin d'aide, hein. Donc, Mmh. bah, notamment, je propose des documents RGPD. Tu vois, le registre des traitements, c'est un document qu'on m'a souvent demandé et que maintenant je propose aux praticiens. Je l'ai construit dans mon générateur Numédoc en décembre dernier. Et ça permet aux praticiens, bah, quand ils ont besoin d'avoir un registre et qu'ils ne savent pas faire, de pouvoir le commander sur mon site. Mmh. Voilà. Oui et puis au moins il y a toujours un regard, avec un expert, voilà, du juridique, voilà, pour pouvoir relire le document si besoin. Ouais, Mmh. ça peut être utile de temps en temps. Ouais, ouais, ouais. Ben, merci beaucoup Élise, pour cette interview et pour toutes ces informations. Bah, je t'en prie. Ben, du coup, on aura sûrement l'occasion de se revoir sur d'autres sujets, concernant l'activité, juridique, le volet juridique, en fait, de l'activité de thérapeute. Donc, merci beaucoup et Avec à plaisir. bientôt. À très bientôt.